Oui, les publications universitaires africaines sont en fait une copie de publications universitaires européennes. Peter Lang, quand les Africains venaient en Europe, après avoir terminé, d'ailleurs ils le font jusqu'à aujourd'hui, après avoir terminé leur thèse, même si ces thèses-là étaient dirigées par les Africains, on prend la thèse, on la publie dans les publications universitaires européennes. Donc la thèse était récupérée 2 fois. Alors nous avions dit, c'est que si c'est comme ça, nous pouvons faire l'inverse, c'est-à-dire récupérer les thèses africaines qui sont les travaux africains ou sur l'Afrique et qui sont menés en Europe. C'était d'abord l'idée, donc faire comme Peter Lang, mais inverser l'opération, récupérer, que l'Afrique puisse récupérer les travaux de la diaspora africaine, non seulement de la diaspora africaine, mais aussi donc de chercheurs africains qui sont en Afrique. Quand nous avions commencé, si quelqu'un voyait, j'ai un exemplaire là d'un de premiers livres qui, on va lire, c'est écrit Libreville, Kinshasa, Libreville, Munich. Donc le fait que Libreville est aujourd'hui représenté ne fait que couronner officiellement représenté, ne fait que couronner un travail qui a commencé depuis très longtemps. Et vous savez que Libreville était le centre de Chichiba, donc le centre d'études des cultures bantoues. C'est là que le laboratoire de ces cultures, les gens que le professeur Mofuta, par exemple, avait formés, ont travaillé là-bas, le professeur Théophile Obenga, et c'est dans ces cadres que le travail a été mené, et j'étais heureux en 1996 de rencontrer le professeur Biyogo à Dakar, où il était déjà aussi dans les combats pour l'édition, et cela a donné une forme beaucoup plus vivante entre les publications universitaires africaines et les publications universitaires de l'université de Gabon. L'édition est importante. Quand j'avais terminé, on voulait publier mon travail en Suisse. Ça allait coûter 80 marks à l'époque. 80 marks par tome, par volume, donc il voulait faire 3 volumes. Ça allait faire donc 160, donc 240 marques que les Africains n'avaient pas. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, la bourse était encore à 500 marques, 600 marques. Donc, ce travail n'allait jamais accéder aux Africains. Alors, c'est pour cela qu'il fallait trouver une solution qui nous permet de garder les droits d'auteur sur les travaux, les recherches africaines, et aussi de publier moins cher, et nous serons encore beaucoup moins chers si nous les faisons à partir de l'Afrique, parce que ce sont des travaux qu'on veut mettre à la disposition de la jeunesse africaine. Quand nous avons grandi, on avait les éditions clés et les autres, nous avions une bibliothèque, même en tant qu'élèves de l'école secondaire. Les Camaralais et d'autres, nous les avons eus dans nos bibliothèques en tant qu'élèves des écoles secondaires. Aujourd'hui, en Afrique, nous n'avons rien. Il n'y a que la Bible comme livre au Congo. Donc, toute la science, et nous nous étonnons des dimensions que prennent maintenant ces discours religieux, qui parfois même où les gens commencent à parler contre eux-mêmes sans le savoir, parce qu'on leur a retiré la littérature, on leur a retiré la mémoire historique, toute la tradition, ce qu'ils avaient de grands et de nobles, tout est retiré jusqu'à présent. Et on dirait que les autres se réjouissent. Plus nos bibliothèques sont vides, plus ils sont contents.
comme quelqu'un me disait, mais à Kinshasa, j'étais là, je n'ai pas vu une seule librairie. Et vous me dites que vous avez des universités. Moi, je lui ai dit qu'on avait des grandes librairies qui, malheureusement, sont maintenant tombées en faillite. C'est pour cela le travail qui est en train de se faire. C'est un travail extrêmement important. Ces éditeurs qui sont ici rassemblés et qui prouvent que la diaspora africaine est consciente de dangers qui pèsent sur notre continent, de l'absence du livre. L'absence du livre, c'est l'absence de l'information. Or, nous sommes dans un monde de l'information. On a toujours été, donc c'est l'information qui donne la puissance. Les superpuissants ne sont pas superpuissants parce qu'ils sont militairement bons. Oui, c'est vrai, ils sont militairement forts. Mais ils sont forts parce qu'ils sont omniprésents. Ils ont l'information sur nous. Ils ont notre mémoire historique. Ils ont le tableau de notre vie actuelle. Ils ont les dossiers sur chaque ministre. Les dossiers sur chaque professeur. Sur n'importe qui là, vous arrivez dans des ambassades, vous trouverez que chacun a son dossier. Vous dites, ah, qui veut faire ceci? Il a son dossier. C'est cette information qui donne la force. Parce que quand j'ai l'information, je dis, que faire pour paralyser ces mouvements-là? On dit, vous attaquez A, B, C, ou vous les opposez, puis le problème. Vous pouvez oublier l'histoire. C'est pour cela nous nous efforçons dans la diaspora ici au moins de compléter ou bien de travailler, de rassembler les recherches africaines afin de pouvoir le mettre à la disposition de notre jeunesse, à la disposition de notre peuple. Et j'ajoute à un bon prix. Ce prix change selon qu'on vend un livre ici en Europe ou qu'on veut le vendre en Afrique. Et comme je le dis souvent à mon ami Mezepo, l'idée de nos éditions, c'est que quand je rencontre quelqu'un à la porte, il me dit « Je veux avoir ce livre ici ». Moi, je lui dis « Vraiment, vous voulez, oui, j'en ai réellement besoin. » Vous pouvez l'amener. Voilà. Donc c'est ça, l'esprit qui est derrière, que cette littérature accède aux Africains, que Cheikh Anta Diop soit traduit dans des langues africaines. Donc ça fait maintenant presque plus de 50 ans de ce temps que nous avons spéculé sur Cheikh Anta Diop en français. Je crois que la responsabilité revient, que le moment est venu que Cheikh Anta Diop soit lu en Bamileke, en Bassa, en Chiluba, en Lingala, en Wolof. Et vous verrez que l'Afrique va changer. Mettez Kizerbo à la disposition de la jeunesse. Mettez Englebert Fink à la disposition de la jeunesse. Vous allez voir que l'Afrique va changer. Sur ces paroles, merci.